Bonjour, bienvenue à cette reprise d'un cours où on se voit vraiment. Merci d'être venu un 12 novembre. J'avais essayé de faire démarrer le cours au milieu d'un long pont, mais ça n'a pas marché. Vous êtes là. Merci. Donc aujourd'hui, je vais commencer le cours, bien sûr, et je ferai ensuite un séminaire sur un sujet qui n'a rien à voir. Vers 11h15, le temps d'un peu récupérer. Bon, alors donc je vais vous parler de quelque chose que j'ai déjà évoqué il y a très longtemps ici même, et de temps en temps j'ai mentionné des problèmes ouverts. Donc je vais relire avec vous tout un tas de choses qui sont assez connues et en les présentant différemment avec des démonstrations nouvelles, et puis aussi introduire quelques petits éléments supplémentaires, et tout ceci portera sur donc fondamentalement des équations de transport. Les plus simples que l'on puisse imaginer, parce que les équations de transport est un mot qui est un peu vague et contient beaucoup de choses. Donc, ce que j'entends par là, c'est une équation du sur dt plus b gradient u égale à 0, une équation linéaire différée aux dérivées partielles du premier ordre. Il n'y a que des dérivées premières. B est un champ de vecteurs qui est donné. U est une fonction scalaire. Qu'elle soit scalaire ou pas ne change absolument rien. URD dans R. B est un B de x. Pardonnez-moi, mais j'ai un problème d'un nerf coincé en haut du dos et c'est un peu gênant. B de x, RD de RD dans RD. J'en suis pas à faire des hypothèses plus précises. Je signale néanmoins tout de suite que tout le cours peut s'étendre, ce sont des extensions faciles, à des champs de vecteurs qui dépendent du temps. B de x et de t. En général, les hypothèses sont les mêmes, à ceci près que les hypothèses que l'on va faire dans le cours sur le B de x doivent être faites de manière intégrable par rapport au t, par rapport au temps. Donc, extension facile à B de x de t. Donc, c'est du L1 de t à valeur dans les mêmes hypothèses que sur B. Donc, je simplifie. Je traiterai en parallèle, et on s'en servira beaucoup, l'équation duale. Je reviendrai sur la dualité, mais dualité veut dire qu'on intègre par partie. Intégrer par partie, ça change le sens des dérivées, mais ça change le sens du temps. Donc là, typiquement, c'est pour des t positifs, u de t égale u0. Et donc, on résout pour des t positifs. Donc, c'est l'équation, moins df sur dt, moins divergence de bu égale à 0. Mais je vais changer le temps dans l'équation duale. Je reviendrai sur cette notion de dualité qui est évidente, de sorte que la bonne équation duale, si on veut l'écrire en avançant le temps comme pour l'autre, c'est-à-dire en d'autres termes, prescrire une condition initiale, c'est celle-ci. Bien. Alors, on le sait bien depuis très longtemps, cette dernière équation conservative et en fait remonte à l'équation écrite par Liouville pour l'équation différentielle ordinaire, donc avec ces signes-là, c'est x point plus b de grand X et à 0 avec x de 0 et de petit x égale petit x. Bon, alors dans essentiellement tout le cours, comme je fais toujours, parce que c'est purement technique, je vais complètement ignorer les problèmes à l'infini. Donc en général, il y a des croissances au plus linéaires, entre guillemets, il faut l'écrire proprement.
sur B à l'infini. Donc pensez qu'on est sur un compact, qu'on est sur le cube périodique. Donc périodique à l'infini ou plus linéaire. Comme je l'avais expliqué en faisant le cours sur les lois de conservation scalaire, il y a des extensions non linéaires de tout ce que je vais raconter. J'en parlerai d'une autre qui n'est pas sous la forme conservative, ça sera pour les MFG, j'y reviendrai plus tard. Donc il y a des extensions non linéaires que je ne traiterai pas du tout dans le cours pour me concentrer, enfin, sauf imprévu, extension non linéaire, c'est vraiment pas ça qui m'intéresse. Bon. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment une séance totalement élémentaire dans laquelle on va rappeler, il y a une assez grosse littérature, il y a des choses très classiques, il y a des choses qui un peu plus modernes, et puis il y a des choses plus récentes, et je vais essayer de balayer ce panorama en présentant au fur et à mesure quelques idées très simples. Alors, premier point, c'est la relation, au moins formelle, entre l'équation différentielle ordinaire et les différentes équations. Mais auparavant, je voudrais régler cette question de dualité. Bon, cette question de dualité, si vous multipliez la première équation par si vous regardez d sur dt ou d sur ds de l'intégrale de u de t moins s f de s ds, alors évidemment, quand vous faites ceci, vous avez tout d'abord la dérivée de u moins la dérivée de u par rapport à s, ce qui fait moins b gradient u fois f. Ça, c'est en t moins s, ça, c'est en s, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Et puis, l'autre dérivée, ça vous fait u fois df sur ds. Df sur ds, c'est divergence de bf. Et donc, ça vous fait u divergence de bf. De sorte que ce que vous voyez, ça vaut 0. Intégration par partie. De sorte que ce que vous voyez, c'est que l'intégrale de u de t fois f0 est égale à l'intégrale de u0 fois f de t, formellement. Donc c'est pour ça, hein, c'est pas l'équation duale, hein, puisque c'est l'équation duale renversée dans le temps. Mais c'est évidemment les bonnes équations pour être cohérent en termes d'hypothèse sur B. On verra à quel point dualité ou pas, ça joue un rôle plus tard. Alors, u de t f0 est égal à l'intégrale de u0 f de t. Donc, deuxième point très rapide, c'est effectivement de voir les liens entre l'équadif et la première équation de transport et se dire que u de x et de t, qui est égal à u0 de grand X de t de x est solution de la première équation. S'il y a unicité, c'est la solution de l'équation parce que c'est une solution de l'équation. Tout ceci nécessite évidemment quelques hypothèses, mais pour l'instant, je me contente d'écrire les choses formellement. Ce sont des choses ultra classiques, mais je vais les refaire facilement. Alors, ça, c'est totalement élémentaire. Une manière de dire les choses, c'est de regarder du sur dt en xt, de dire que bien sûr, c'est d sur dh de u de x. En fait, c'est la propriété dite de Flow qui assure qu'il y a une équation. La propriété de Flow, comme je vais quand même la rappeler, hein, c'est de dire que pour un champ de vecteurs autonomes, c'est simplement de dire que x de t plus h de x, c'est x de t et de x de h de x. Bon.
totalement élémentaire. Hein, et pour résoudre une équative de 0 à t plus h, vous pouvez la résoudre de 0 à h, et puis ensuite de 0 à t, et à partir de ce nouveau point sur un temps t, vous avez la solution en t plus h. Donc, si vous faites ça, la définition, c'est que c'est en h égale à 0. Et donc, si vous remplacez u de x t plus h par d sur dh de u de x de t plus h x, u de, pardonnez-moi, de u0 de x de t plus h et de x. Bien, et ça, vous allez le réécrire en disant que c'est que ce qui est ici, c'est u0 de x de t et de x de h de x, de sorte que c'est u de x de h et de x et de t. Donc en fait, c'est une propriété élémentaire qui dit que u de xt plus h, c'est u de x de h et de x et de t. Après, on n'a pas réellement besoin d'écrire le d sur dh. Donc maintenant, OK. Et ça, à nouveau, c'est d sur dh de u de x de h et de x et de t. Donc ça, c'est juste la propriété de flow, c'est-à-dire que du sur dt de x et de t, c'est aussi cette dérivée-là. Et évidemment, lorsque vous faites le calcul, eh bien, vous tombez sur gradient u fois la dérivée par rapport à h de grand X, c'est-à-dire moins b. Et donc, vous avez bien moins b de x gradient u de x et de t. Bon, c'est à nouveau totalement élémentaire. Je suis obligé de laisser mes téléphones à cause d'un souci familial et de vérifier que c'est bon, qu'il n'y a pas une urgence. Alors, donc une remarque dont je me servirai, c'est que le flow lui-même vérifie l'équation aux dérivées partielles. D'accord ? Grand X de t et de x, certes, résout l'équatif, mais grand X de t et de x résout il n'y a rien de mystérieux là-dedans, c'est à nouveau des propriétés totalement élémentaires des flows. Ça résout cet équatif, mais ça résout ça, tout simplement, si vous voulez vérifier ceci coordonnée par coordonnée, que vous prenez la ième coordonnée de grand X, bien, il suffit de prendre pour U0 la fonction petit xi, la fonction qui prend les coordonnées. Si c'est U0 de z, c'est zi. Voilà ma fonction U0. Ça vous fait xi, et donc vous voyez que la ième coordonnée vérifie cette équation aux dérivées partielles. Bon, donc tout ça, c'est des choses ultra connues. Et donc, le point 3, c'est que si j'utilise ces deux formules, l'intégrale de u de t f0 égale u0 f de t, bien, j'en déduis que l'intégrale de f de t u0, qui après tout, si u0 est quelconque, définit complètement f, eh bien que l'intégrale de f de t de u0, c'est l'intégrale de f0 de u0 de grand X de petit t et de petit x. En d'autres termes, f de t, si f0, si vous pensez que f0 est une loi de probabilité, f0, c'est, et vous pensez que les petits x sont probabilisés, c'est-à-dire c'est une variable, petit x c'est une variable aléatoire de loi f0, à ce moment-là, f de t, c'est la loi de grand X de petit t de x. Okay ?
Donc si, une manière de penser les choses, c'est une mesure image. Donc si petit x a comme loi f0, alors f de t est la loi de grand X de t de x. C'est à nouveau, rien de nouveau, ça remonte à Liouville, ça. Bien, donc ça c'était des rappels totalement élémentaires sur ces équations. Donc ça c'est le premier point donc, qui va être de regarder donc généralité. Le deuxième point, ça va être de regarder le cas classique. Bon, je vais organiser mon bazar là, oui. Parce que le point que je vais faire, c'est que il y a deux régimes distincts pour le caractère bien posé de ces équations. Et ils sont presque opposés l'un à l'autre. Étant vraiment bloqué, je ne suis pas... Le cas classique, sur lequel tout ce que je viens de raconter est trivialement justifiable, c'est le cas où le champ de vecteurs est Lipschitz. On verra ensuite l'extension d'un champ de vecteurs qui est seulement à moitié Lipschitz, et on verra déjà qu'il y a besoin d'un petit peu nettoyer ce qui existe dans ce cas-là. Tout est connu, tout est compris, mais si on veut écrire les choses précisément, il y a besoin déjà d'être un peu plus fin. Donc, si le champ de vecteur B est Lipschitz, Cauchy-Lipschitz, on sait qu'il existe un unique flot global qui est bilipschitzien, donc il existe un unique flot grand X qui est bilipschitzien. Donc je vous rappelle simplement ce que ça veut dire, c'est que x de t de x moins x de t de y. Bon, je n'ai pas envie du tout de traîner des exponentielles, etc. Donc, je vais considérer que t varie dans un intervalle 0 grand T où grand T est fixé une fois pour toutes. Comme c'est un truc qui est homogène en temps, ça n'a pas de sens de fixer un T. Bon, détail. Donc, ça me permet d'obtenir une majoration par-dessus et par-dessous de ce flot-là. Donc on apprend tous dans les études scolaires la majoration par-dessus sur l'écartement des trajectoires des équations différentielles ordinaires. Je ne comprends pas pourquoi on ne mentionne pas directement cette propriété, puisque c'est la même démonstration. C'est la même chose puisque on peut renverser le sens du temps, on change B en moins B, et donc cette majoration devient une minoration. Donc il n'y a rien à dire, rien à faire. C'est un truc ultra classique et c'est quand même une propriété qualitative extrêmement importante. J'ai toujours trouvé bizarre que dans les cours élémentaires sur les équations différentielles ordinaires, on n'insiste pas plus, enfin on ne donne pas tout de suite l'idée
d'un flot bilipsitien, donc c'est des difféomorphismes, on a vraiment énormément de structures. Bon, alors, donc, ceci assure pas mal de choses. Ça assure quoi? Ça assure que si je regarde maintenant cette formule U0 de grand X de T et de X, grâce à la lipsitianité du flot, je vois que la formule 2 me dit que je dois m'attendre à ce qu'il y ait des solutions U de X et de T qui soient continues. Bon, je suis sur un compact en X et T. Si U0 est continu, qu'elles sont même Lipschitz en XT. Bon, alors lipschitien en X, ça c'est clair à cause de la formule. Et le caractère lipschitien en temps, bah, si ça résout l'équation, vous voyez que si B est, à nouveau, je rappelle, on est sur un compact, B est borné, gradient U est borné, et donc du sur dt est borné. Chose classique. Si U0 est Lipschitz, c'est-à-dire c'est 0, 1, bon, vous avez tous les espaces de Hölder, tout ce que vous voulez. Bien. Et il existe donc U vérifiant ceci. Enfin, cette formule définit un U qui a ses propriétés de continuité. Le petit calcul que j'ai fait lorsqu'on a lipschitien m'assure que c'est au moins, dans ce cas-là, ces solutions de l'équation. Bon. Et en fait, dans le cas continu, c'est un peu moins classique, c'est aussi non seulement solution de l'équation, mais c'est l'unique solution d'équation. Il y a un petit truc à démontrer, mais... Alors, j'aurais envie de dire, pensez solution de viscosité. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que, systématiquement, et je vais commencer à le faire, je voudrais, autant que faire se peut, je voudrais que tout ce que je raconte avec un champ, avec une équation du premier ordre puisse s'étendre à des équations du second ordre dégénérées. Et on verra que ce n'est pas toujours le cas. Si on doit faire des renversements du temps, c'est mal barré. Parce qu'une antidiffusion, ça ne se passe pas bien. Donc, remarque, extension A une équation moins AIJ DIJU où A est une matrice qui dépend de X, qui est donnée par un sigma transposé, où sigma est une matrice D croix M, supposée Lipschitz. C'est ça l'extension. L'extension ne vous dit pas que vous avez un flot bilipschitien. C'est en fait, du point de vue des probas, un problème ouvert de savoir si le flot est Lipschitz, sous la seule hypothèse que sigma est Lipschitz. Il faut que sigma soit C1 alpha. Bon, c'est une curiosité. Il y a un caractère lipschitien en loi, mais là, c'est un caractère lipschitien. Donc, évidemment, le C0 est une constante qui est elle-même aléatoire. Et vous voulez savoir si, presque sûrement, vous avez une borne comme ceci, lipschitzienne. Vous ne pouvez pas renverser le temps donc facilement, donc le caractère bilipschitien, on l'oublie. Donc, sous cette seule hypothèse que sigma est Lipschitz, alors que l'on sait
Donc l'équation maintenant, c'est dx égale sigma de x dB, où B est un mouvement brownien plus au sens de moins, moins B de x dt. Vraiment pas très bien choisi, dB, dW. Donc ça, c'est ce qui remplace l'équation différentielle ordinaire pour cette extension. Donc ça, c'est un point d'interrogation. C'est d'ailleurs une affaire très, très curieuse. Hein. C'est que sous les hypothèses minimales du calcul différentiel stochastique de Ito, enfin de la résolution en Ito des équations différentielles stochastiques, sigma est, disons, B lipschitien, oubliez le B, hein, c'est purement la difficulté, c'est évidemment avec la partie stochastique. Prenez B égale à 0. Eh bien, sait-on si le sup sur x différent de y, de x de t et de x moins x de t et de y divisé par x moins y, est-ce que ça, c'est fini presque sûrement? Eh bien, les meilleurs résultats que je connaisse nécessitent que sigma appartienne à C1 alpha. Bon, c'est une remarque. Donc, si sigma est C0, 1, que se passe-t-il? Alors que le problème est bien posé. Donc, on voit que la démonstration que j'ai faite par simplicité, qui consistait à partir du flot et à écrire une solution, en plus j'ai des dérivées secondes, au mieux j'aurai quelque chose de lipschitien, ça ne va pas suffire. Et en fait, comme il y a une espérance, je peux voir que la formule qui maintenant prend la forme suivante, u de x de t égale l'espérance de u0 de grand X de t et de x. Donc ça, on peut lire que U est lipschitien, même si on n'a pas cette propriété forte grâce au U0. On n'a pas besoin du sup. La difficulté d'un flot lipschitien, c'est le sup qui est ici. Et pour les processus stochastiques, les normes L2 sont parfaites, enfin pour les intégrales stochastiques. Les normes LP, ça marche encore, c'est déjà un peu plus pénible, mais la norme du sup, c'est une catastrophe. Bon, et donc en fait, le C1 alpha, une manière d'attraper ça et des résultats plus fins avec des espaces de Sobolev fractionnaires, c'est de prendre n'importe quel espace Sobolev avec un indice en P qui soit strictement fini. Là, on peut faire passer des HSP, on peut faire passer le calcul stochastique permet d'obtenir la majoration, et donc on obtient une telle borne, et en fait on obtient mieux que ça. Donc HSP qui s'injecte un peu mieux que les fonctions lipschitziennes. Bon, ça c'est un déluge technique dont vous n'avez absolument pas besoin. Je signale cette question quand même assez amusante. Je me rappelle d'avoir mentionné ça devant pas mal de probabilistes de haut vol, dont le plus grand, Varadhan, et il ne savait pas, il n'avait pas d'idée. Donc moi j'ai tendance à penser que ce n'est pas vrai, mais bon. Construire un contre-exemple, c'est une cochonnerie. Donc ça montre une différence assez nette entre les équations de transport du premier ordre et puis une équation de diffusion dégénérée, la plus simple qu'on puisse imaginer. J'ai fait aucune hypothèse de non-dégénérescence, et pourtant il y a pas mal de choses qui subsistent. Il y a des estimations comme ceci en espérance, mais pas en flot. On a donc des U qui, définis par cette formule, sont eux aussi, ne serait-ce qu'avec la formule continue en x étant en xt si U0 est continu, et au mieux c'est 0, 1 en xt si U0 et c'est 0, 1, c'est-à-dire le lipschitien.
Bon, vous avez même des dérivées secondes dans l'équation. C'est problématique pour parler même de l'équation, et donc tout caché derrière, il y a évidemment les solutions de viscosité. L'existence et l'unicité est classique au sens des solutions de viscosité, où la démonstration d'ailleurs, qui consiste à doubler les variables, est une sorte de pendant technique, pendant analytique, pardon, de la démonstration classique de Ito pour les équations différentielles stochastiques. Donc, on sent bien que c'est le formalisme des solutions de viscosité qui est la bonne manière de penser ces équations dans le cas continu. Les mécanismes de solution de viscosité, je reviendrai, je ferai une démonstration, reposent sur la norme du max, sur le sup, la norme à l'infini. Donc, solution de viscosité, c'est norme du sup. Et donc ça, si je reviens bêtement à mon équation de transport, c'est une manière, comme je ferai une démonstration un peu plus générale que ça, c'est une manière de comprendre ce que veut dire l'équation, qui est stable si je passe à des équations d'ordre 2. Bon. Et qui assure qu'on a l'existence et une solution, et toutes les représentations dont j'ai parlé, à savoir la formule U0 de x de t, la propagation de la loi, hein, le transport de la mesure, si on part d'une mesure, par le flot, tout ceci s'étend avec les équations de second ordre. C'est vrai que pour l'instant, je n'ai parlé que de U, je n'ai pas parlé de F. Donc, parlons-en un tout petit peu. Est-ce que dans le cas classique, il y a une difficulté à justifier une formule de dualité? Bon, plus précisément, est-ce que l'on veut se servir de la formule dualité pour montrer l'existence? Est-ce qu'on veut construire directement une solution? On peut tout faire. Je vais me servir de la notion de dualité pour définir une solution. Donc je vais prendre pour f de t une mesure bornée, pour f0 une mesure bornée. Pourquoi? Parce qu'au niveau des U, on parle de solution continue. La dualité, c'est donc les mesures bornées. Hein, continue, mesure bornée. Et je définis une mesure également bornée. Le fait qu'elle soit bornée, c'est qu'au moins formellement, la masse de la mesure est préservée. Je reviendrai là-dessus. F de t, il faut donc le définir sur un U0 quelconque, une fonction continue quelconque, et je prends pour définition que ça agit, que c'est F0 qui agit sur la solution correspondant à U0. Bon. Donc ça me définit une mesure. La bornitude, j'y reviendrai dessus. Si elles sont positives, le fait qu'on ait la même masse est trivial. Si elles ne sont pas positives, il faut faire un tout petit peu attention. Donc ça définit un objet qui vérifie la propriété de dualité, mais je ne parle pas d'équation quand j'introduis ce truc-là. Bon, alors, l'effet classique, c'est que f est continu à valeur dans les mesures bornées équipées de la topologie faible, de la convergence faible, et que f de t vérifie effectivement l'équation df sur dt moins divergence de bf égale à 0. Et que, en fait, ce qui se passe, c'est que l'on peut, justifier complètement, c'est des formules. Si on prend une solution au sens des distributions de cette équation, on peut complètement justifier les notions de dualité. Et ça, j'y reviendrai par la suite.
les régularisations sont possibles et vont permettre de justifier le va-et-vient. Il y a d'autres manières de vérifier l'équation en se servant de la dualité, mais ce n'est pas le point le plus important. Donc, si je rappelle des faits connus, bon, on a effectivement l'unicité de l'équation duale, qu'on voit que l'existence est facile grâce à la formule de dualité, que comme toujours dans la dualité, rappelez-vous les matrices, le noyau d'une matrice, c'est l'image de la matrice transposée. Bon, donc, lorsque vous pouvez toujours résoudre un problème, ça veut dire que le problème dual, il y a une unicité. C'est ça que ça veut dire. Donc, si l'on sait qu'il y a unicité, je ne rappelle pas les choses classiques complètement, mais je les présente de manière un peu différente. Vous avez l'existence et l'unicité d'un f, et quant à l'unicité, si vous admettez cette formule de dualité, vous voyez que vous avez une seule formule qui vous donne l'action de f de t sur un f0 quelconque. Donc il existe une unique solution f, ce n'est pas une démonstration, et ça nécessite de dire que si j'ai une solution de l'équation, par exemple au sens des distributions, et ça a parfaitement un sens parce que B est continu, f est une mesure, donc BF c'est une mesure, je peux parler de cette équation. Bon, même si c'est donc totalement élémentaire, mais là je prends les mesures parce que c'est assez naturel d'être loi. Ou c'est beaucoup moins classique, c'est l'équation duale de ça. L'équation duale de ça, vous rajoutez maintenant ici un moins dij de aij de f, donc j'ai peut-être écrit quelque part l'équation en u, j'écris maintenant l'équation en f, donc df sur dt, on change le sens du temps, moins divergence de bf, et là ce que vous avez c'est moins dij de aij fois f. Vous voyez que là, vous avez un objet assez singulier, puisque f est une mesure, aij est, disons, lipschitzienne et pas mieux, donc vous êtes en train de prendre la dérivée seconde d'une fonction lipschitzienne. On est vraiment au sens de distribution. Donc on a deux termes, et tout ce que je viens de dire reste vrai. Et c'est plus compliqué. Donc ça, je me hasarderai pas ça, c'est le genre de truc qui est en fait très pénible à vérifier et à démontrer, mais en même temps, tout le monde s'y attend. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Il n'y a aucune surprise. Je reviendrai sur les aspects régularisation. Et là, on a un cadre d'unicité qui est, donc, si vous voulez, la conclusion, c'est que pour les équations dans le cas classique, on peut oublier tout le baratin que je vais dire, c'est que pour l'équation duale, c'est l'espace dans lequel il est naturel de travailler, c'est les fonctions continues, et pour l'équation duale, l'espace dans lequel il est naturel de travailler, ce sont les mesures bornées. Bon. Et que le cas lipschitzien, on le comprend bien, surtout si on veut étendre ça au cas du deuxième ordre, on le comprend bien avec le langage des solutions de viscosité. Bien, donc ça c'est la première conclusion. Dans le cas classique, et c'est le seul cas où on est les deux points de vue qui sont pratiquement antinomiques se rejoignent, dans le cas classique, il y a un deuxième régime. Et je veux vraiment les séparer parce qu'ils vont donner deux branches très différentes par la suite. Alors,
toujours dans le cas classique, et je vais parler de l'existence et de l'unicité dans LP. P étant compris entre 1 et l'infini, mais l'infini, ce n'est pas les fonctions continues, ce n'est pas la même chose. Alors, donc, je ne sais plus à quel numéro j'en étais, point 4. Après, je devrais mettre conclusion 1, parce qu'il y aura une autre conclusion qui est dans LP. Et en fait, on peut gérer l'unicité dans LP ou dans les fonctions continues par des démonstrations semblables. Mais si je mentionne les équations de deuxième ordre, c'est que là, ça casse quand on passe avec des équations de deuxième ordre. Donc, c'est vraiment utile de séparer les choses. Alors, donc, et puis on verra que les extensions sont complètement différentes. Conclusion 2, je commence par la conclusion. C'est qu'il y a un autre régime d'existence et d'unicité. Donc, je devrais, la conclusion 1, c'est il existe un unique, solution continue, solution F pour l'équation conservative pour les mesures. Conclusion 2, c'est qu'il existe un unique U dans LP, continu en temps à valeur dans LP, et F dans LQ. Mais ne pensez pas nécessairement que P et Q sont de toute façon, c'est deux équations différentes. Mais il serait trompeur de penser qu'on va aborder l'équation F que par la dualité, alors que c'est presque nécessaire dans l'approche continue, surtout dans le second ordre. Donc c'est pour ça que je ne veux pas dire que Q est l'exposant conjugué de P. Alors, l'existence est OK. On peut le voir avec des démonstrations de type dp, ou on peut le voir avec la formule U0 de grand X de t et de x, parce que ici, vous avez quelque chose qui est bilipschitien. Donc, ça transporte la mesure de Lebesgue à un truc qui est comparable à la mesure de Lebesgue. Et donc, évidemment, toutes les normes LP, que ce soit pour U0, pour F, vont être automatiquement, pas conservées, mais bornées par la norme LP de U0 ou de F0. Donc, l'existence est OK par le caractère bilipschitien. Je redonnerai une autre démonstration si je suis allé trop vite. Mais c'est un fait général, ça. Donc, on peut l'oublier. Vous déformez pratiquement pas vous déformez la mesure de Lebesgue, mais la mesure image est équivalente à la mesure de Lebesgue, puisqu'elle est majorée par C fois la mesure de Lebesgue et par 1 sur C, par C0 à la mesure de Lebesgue et 1 sur C0. Bon, le jacobien, vous voyez que grâce à la bilipschitianité, est parfait. Alors, donc, il existe, l'existence est OK. Quid de l'unicité? Donc, la seule bout de démonstration que je vais faire, étant entendu que je serai amené à refaire d'autres démonstrations où on verra, grâce aux ETP, des techniques pour obtenir des bornes, en particulier, comme les espoirs des flots stochastiques, ça ne marche pas dans le second ordre, les démonstrations pour les extensions au second ordre, elles vont être basées sur des démonstrations vraiment analytiques dans LP, comme je vais les faire par la suite. C'est pour ça que c'est toujours un très bon test de regarder qu'est-ce qui passe au deuxième ordre. Je reviendrai dessus puisque je voudrais généraliser cela à des B plus compliqués. Alors, l'unicité, là, va être une technique légèrement différente. Puisque ce que l'on va faire, c'est vraiment faire un petit calcul, si je suis dans LP,
pour P compris entre 1 et l'infini. Formellement, et à nouveau, il y aura des justifications. On verra des justifications bien plus compliquées par la suite, enfin bien plus compliquées, un peu plus compliquées par la suite. Donc on garde en tête les problèmes de justification, mais dans le cas lipschitien, c'est vraiment pas compliqué. Donc, OK, on a ceci. Pourquoi? Règle de dérivation des fonctions composées. On intègre et on obtient que d sur dt de l'intégrale de u puissance p, si je fais l'intégration par partie, ça fait intégrale de divergence de b fois u puissance p. À quoi je suis en train de jouer? Je suis simplement en train de dire j'ai une équation linéaire. Démontrer l'unicité, c'est dire que si je prends la différence de deux solutions, démontrer l'unicité pour une équation linéaire, c'est vérifier que le noyau est nul, c'est-à-dire si je pars de 0, la seule solution c'est 0. Donc là, je suis en train de regarder une solution dont la condition initiale est 0. Je remarque que j'ai cette transformation élémentaire, j'intègre et j'obtiens cette relation. Et donc j'en déduis que pour cette équation, dans LP, et là je vais le noter ici, divergence de B majorée est ce qui fait marcher l'unicité. Grâce à l'inégalité de Gromval. B lipschitien, donc ces dérivées au sein des distributions sont dans l'infini, ou c'est dérivable presque partout, et la dérivée est dans l'infini. La divergence de B est donc bornée. Et j'ai cette majoration, ce qui entraîne l'unicité, et cela entraîne que U est égal à 0 si je pars de 0. Bon. Donc ça, c'est l'unicité pour le U. Et on voit que B lipschitien, on s'en est servi abondamment parce qu'on s'en est servi pour construire des solutions, etc. Mais que pour cet aspect-là de l'unicité, si j'ai le droit d'écrire toutes ces inégalités, la seule chose qui compte, c'est divergence de B majorée pour cette équation-là qui avance son temps. Bien connue. OK, donc ça c'est... Faisons un calcul semblable pour l'équation du Hall. C'est-à-dire df sur dt, moins, si je développe, moins divergence de B fois f, moins B gradient f, égale à 0. Au passage, j'observe que d sur dt de valeur absolue de f, même si c'est une mesure, je peux parler de la valeur absolue de cette mesure. On peut alors vérifier si c'est une mesure, là encore, il faut s'entourer de quelques précautions, mais ça va. Moins B gradient f est égal à 0. Donc, si je prends juste la valeur absolue, j'ai bien que d sur dt de la valeur absolue plus divergence, je répète, toujours en faisant avec l'hypothèse d'un champ parfait, classique, lipschitien. Ce qui montre d'ailleurs l'aspect mesure bornée que j'ai évoqué, sur lesquels je dis que je reviendrai. J'y reviens parce que ça assure que la masse totale de la valeur absolue de la mesure est indépendante du temps. C'est une équation conservative. De sorte que j'ai évidemment une borne sur la masse totale de la mesure, la valeur absolue de la mesure, puisque c'est égal à la masse totale de la condition initiale de la mesure.
de la valeur absolue de la condition initiale. Alors, disons, ça c'est le cas Q égale à 1, puisque lorsque j'ai cette relation de conservation et que je démarre de f égale à 0, si maintenant j'intègre, je vois bien que f reste nul. Faisons un calcul similaire, j'aurais pas dû effacer cette ligne, dans LP, df sur dt, moins divergence de bf, moins b gradient f. Donc là maintenant je peux passer à moins dfp, si je suis dans LP, c'était d'ailleurs Q, moins divergence B, j'ai Q fois F en valeur absolue puissance Q, parce que lorsque je dérive la puissance Qm, j'ai ce facteur multiplicatif Q, moins B gradient FQ. Maintenant, si j'intègre par partie, je vais donc obtenir que d sur dt de l'intégrale de f à la puissance q est égal à quoi? Celui-là, je l'intègre comme précédemment, ça me fait plus divergence de b fois f puissance q. Et donc, en résumé, cela me donne q moins 1, l'intégrale de divergence b, f à la puissance q. Et là encore, si la divergence b est majorée, j'en déduis par l'inégalité de Gromval que f est tout le temps nul si elle l'est initialement. Donc ça c'est rassurant parce qu'on a envie de dire que par dualité, comme les problèmes sont justement duaux et en quelque sorte équivalents, on ne devrait pas gagner en passant de l'un à l'autre. Et effectivement, c'est la même hypothèse de structure qui joue un rôle. Alors évidemment, tout ceci est formel et je vous ai dit, dans le cas classique, il n'y a pas de problème. Je l'ai à peine esquissé par endroits dans l'équation primale, à savoir en disant si U0 est lipschitien, U est lipschitien, donc on peut écrire l'équation, on peut justifier. Mais je n'ai pas vraiment fait beaucoup de justification jusqu'à présent. Ça viendra par la suite, puisqu'on fera des justifications dans des cas un peu plus compliqués. Alors, je vais parler maintenant d'un cas, aucune référence à la mécanique quantique, d'un cas semi-classique, dans le sens à moitié classique. Donc on passe du classique dans les livres à ce que tout le monde sait et qui est plus ou moins écrit, un peu éparpillé dans la littérature. Et je ne pense un certain nombre de choses que je vais vous dire ne sont pas écrites dans la littérature. Ça, j'en suis affirmatif. Donc c'est... Alors, ce qui est bien connu, c'est que si je regarde l'équation différentielle ordinaire, il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent encore. Si au lieu de faire l'hypothèse B lipschitzienne, je fais l'hypothèse que B est semi-lipschitzien. Ce n'est pas une très bonne terminologie. Il vaudrait mieux dire que B est semi-monotone, ce serait beaucoup plus raisonnable.
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que B de x moins B de y multiplié par x moins y est majoré par C0 fois x moins y carré. Et d'ailleurs, je me trompe d'inégalité. Supérieur ou égal à moins C0. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que B plus C0 fois l'identité est un opérateur monotone de RD dans RD, en dimension 1 et croissant. Ça n'entraîne pas la continuité. Il n'y a aucune raison de dire alors c'est un objet continu. On peut supposer qu'il est continu, mais ce n'est pas nécessaire. En dimension 1, c'est une fonction croissante. Une fonction croissante, ça saute. Enfin, ça peut sauter. C'est exactement la même chose pour un opérateur monotone. Il est hémi-continu, c'est-à-dire que lorsque vous prenez une direction orientée, c'est-à-dire pas une à la droite, vous avez une limite. De la même façon que pour une fonction croissante, lorsqu'elle serait discontinue, vous avez une limite à droite, une limite à gauche. Bon, ça c'est vrai dans toutes les directions en dimension plus grande, pour une fonction monotone ou pour une fonction semi-monotone, c'est la même chose puisqu'il n'y a que l'identité. C'est vrai aussi que c'est presque partout différenciable. Alors, ça, c'est une variante du théorème de Rademacher. En fait, c'est Fulbert-Mignot qui a fait la première démonstration générale de ce point. C'est automatiquement presque partout différenciable, comme les fonctions lipschitziennes. Et j'aime bien la démonstration de Fulbert. Assez simple, si, dans le cas monotone, mais donc évidemment c'est trivial dans le cas semi-monotone, l'extension est triviale. Qui repose sur le caractère lipsicien des régularisés du Yoshida. Bon. Mais le point le plus important pour ce qui nous occupe, c'est que lorsque vous regardez x point plus b de x, et en fait, je devrais réellement dire que 0 appartient à ça, parce que là-dedans, B n'est pas nécessairement continu, et ce que je sais, c'est que B de x en chaque x est un ensemble convexe fermé. À nouveau, pensez une application croissante. Vous avez une limite à droite, une limite à gauche, et l'ensemble des valeurs B de x que vous voulez mettre, c'est toutes les valeurs qui sont entre les deux, évidemment, ces deux valeurs comprises. Donc vous définissez, c'est la théorie classique des opérateurs maximo-monotones, confère le livre de Brésis qui est sorti il y a une cinquantaine d'années, ou peut-être même plus. Ça nous rappelle des choses, Yann. Donc, non, j'exagère de dire plus, j'y crois pas. Il est sorti dans les années 80, non? Donc, il y a une quarantaine d'années, au début des années 80. Bon, bref, donc voilà, c'est simplement de dire on prend toutes les valeurs possibles. Et que, bon, en dehors d'un point de discontinuité, c'est B de x. Alors, ce que l'on sait, et c'est très simple, c'est qu'il existe une unique solution de cette équation différentielle ordinaire. Formellement, c'est moins que formellement. C'est d sur dt de x moins y si x et y sont deux solutions. Ça fait
2 fois x moins y, x point moins y point. Et ça, x point, c'est moins b de x. Et donc ceci, ça fait moins 2b x moins y, b de x moins b de y. Et si ceci est supérieur à moins C0, c'est donc inférieur à 2C0 fois x moins y au carré. Bon, là, je n'ai pas fait attention au caractère multivoque, mais ça ne change rien. Juste vous faire comprendre pourquoi ça marche. Donc ça, c'est bien connu. Cette démonstration montre qu'en fait, on a un flot et qu'on a un flot qui est lipschitsien, à nouveau, mais pas bilipschitsien. Il n'est pas bilipschitsien puisque si vous prenez un champ de vecteurs, si vous prenez en dimension 1 ce champ de vecteurs, donc jusqu'en 0, il vaut 0, ou alors il vaut même moins 1, ça sera encore plus spectaculaire, et il vaut plus 1 après 0, vous résolvez x point plus b de x appartient à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous êtes positif, vous allez à vitesse 1 vers 0. Lorsque vous êtes négatif, vous allez à vitesse 1 vers 0. Et lorsque vous êtes en 0, vous ne pouvez pas en sortir. Donc ce que ça veut dire, c'est que tout se concentre petit à petit en 0. Donc ça ne peut pas être bilipschitsien. OK. Donc, vous avez un flot qui est Lipschitz, mais dans lequel vous pouvez avoir des amas de particules. Et donc, ce que ce petit exemple montre, c'est que si vous avez au déparrage une condition initiale pour l'équation d'Ial, une loi, si vous voulez, qui est supportée, disons, sur un intervalle moins 1 plus 1. En temps 1, le f de t associé, c'est la masse de Dirac. On sait f0 égale la fonction indicatrice de moins 1 plus 1. Allez, moins 1,5 plus 1,5. Pour que ça soit une mesure de proba, on s'en fout. Hein. Eh bien, en temps 1,5, f de 1,5, c'est la masse de Dirac. Donc, c'est le cas semi-classique, mais ça montre que la conclusion 2, elle est violemment fausse. Elle est violemment fausse puisque je ne peux pas faire de théorie dans LP. Là, je parle d'un truc qui est dans l'infini et ça devient une masse de Dirac. Donc, pas possible dans LP. Bon. Alors, observez néanmoins que si je regarde la divergence de B, c'est le mauvais signe. Mais ça, je vais l'écrire, je vais le dire un peu autrement. Dire que B plus Z0 fois l'identité est monotone, c'est équivalent, comme en dimension 1, vous savez qu'une fonction croissante, c'est la même chose que dire que sa dérivée est positive ou nulle. C'est équivalent, là encore, c'est classique, mais bon, à dire que maintenant il s'agit de la matrice identité, ça c'est l'opérateur identité. Dire que dB de x, qui existe presque partout grâce à Fulbert-Mignot ou au sens des distributions, est en fait une mesure et que dB est essentiellement une mesure positive, modulo une constante. Alors ça, c'est au sens matriciel. C'est une matrice qui n'est pas symétrique, mais néanmoins, on sait que cette matrice est positive. Et ça montre d'ailleurs que B
que dB est une mesure bornée, en tout cas sur les bornées, en d'autres termes que B est dans BV. Il y a tout un tas de choses qui ne sont pas si classiques que ça. Je pense que ce cas est regardé, je comptais le signaler un peu plus tard, mais je peux déjà le signaler, dans un article qui a déjà quelques temps, de Bouchu, James. Je crois que de mémoire, la troisième auteur, c'est Mancini. Je corrigerai si je me trompe. Donc effectivement, des observations comme celle-ci sont faites assez systématiquement. Bon, je ne suis pas entièrement d'accord avec la manière de présenter, mais c'est en fait plus classique que cela. En tout cas, c'est écrit. Une démonstration est écrite. Alors tout ça, c'est vrai, donc on se souvient que c'est dans BV, mais quand vous prenez une matrice positive non symétrique, c'est un peu compliqué à servir de la positivité pour des matrices non symétriques. En tout cas, sa trace est positive, et donc vous voyez que la trace de dB, c'est divergence de B, plus C0, la trace de l'identité, c'est la dimension, est positif ou nul. Donc vous avez non pas une majoration de la divergence, mais vous avez une minoration. Donc ça marche en sens inverse. Et ça vaut mieux parce que dans LP, c'est complètement faux, puisqu'on peut avoir des phénomènes de concentration. Donc là, on voit qu'en tout cas, j'ai un flot qui est défini partout, absolument partout. Il y a une unique solution, quelle que soit la condition initiale, qui est continue par rapport à sa condition initiale, même lipschitsien par rapport à sa condition initiale, mais il peut y avoir des phénomènes de compression terribles, et ça ne marche pas du tout dans LP. Bon. C'est un exemple qui est dans BV, c'est un exemple où on n'a pas la bonne condition de divergence, et c'est un exemple où on a des solutions continues. À part que ça veut dire quoi, des solutions là-dedans? Dans l'article de Bouchu, de James et Mancini, ils vont définir les solutions U par dualité, mais il faut alors définir les solutions sur F. Mais c'est à la limite presque plus simple. Mais bon. En fait, on peut parler des équations, des solutions de ceci. Donc, si U0 est continu, il existe une unique solution continue en X et T de l'équation du sur dt plus b gradient U égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire, ce bazar? Donc ça, c'est conclusion 2, ou 3 d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ce bazar? Est-ce que ça a un sens? Ce sont des distributions. B gradient U, c'est la divergence de BU moins divergence de B fois U. Ça, c'est continu. Ça, c'est une mesure bornée. Le produit a un sens. B est dans BV, U est continu. Donc là, je n'ai pas de problème pour définir BU. Donc, si je regarde des solutions continues, je peux donner un sens au sens des distributions de cette équation. Et il y a unicité. En fait, je peux aussi donner un sens avec les solutions de viscosité, mais ça fera l'objet d'un cours futur. Pour l'instant, je me contente de balayer le paysage. À voir. Et donc, pour l'équation duale, si F0 est une mesure bornée, eh bien, il existe une unique solution qui soit une mesure bornée.
En revanche, il n'est pas si simple que ça d'écrire l'équation. Parce que si B est dans BV et F est une mesure bornée, ce n'est pas garanti qu'on puisse multiplier l'un par l'autre. La fonction Heaviside, discontinue 0 en 0 pour les x négatifs, 1 positif, est dans BV. Une mesure bornée, c'est delta 0. Heaviside fois delta 0, vous pouvez le définir en tirant comme vous voulez. Hein. Donc, il existe un unique f dans MB, mais qu'est-ce que ça veut dire? Solution de l'équation. Alors, donc, on peut parler de solution duale, c'est-à-dire qui vérifie l'équation en le sens que les fonctions test, c'est ça l'idée de dualité, on peut rajouter des fonctions test en prenant des seconds membres, etc., mais ça ne change absolument rien, on peut avoir plus de caractérisation. C'est de dire, au sens des distributions, c'est faire un bilan dans lequel on intègre par partie. Et évidemment, au sens des distributions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de regarder f et de manipuler des phi sur dt. Donc, j'oublie les problèmes de conditions initiales. Donc, c'est plus f0 de phi de 0, et phi est un support compact. Donc j'intègre par partie, j'essaie de faire le calcul. Il y a tellement de changements de signe, je pense que c'est moins b gradient. Non, je dis une bêtise, oui, c'est bon, plus ou moins. Plus b gradient. OK, donc vous avez dire au sens distribution, c'est dire que vous avez ceci pour quel que soit phi dans C infini. Hein, c'est ça. À part que ça, vous ne pouvez pas lui donner un sens. La solution de dualité, c'est de faire en sorte que B gradient phi soit d'une certaine manière continu pour qu'on puisse multiplier par f. Donc vous changez les classes de fonctions test. C'est ça que l'on fait lorsqu'on dit je veux que l'intégrale de f de t u0 est égale à f de t est égale à f0 u de t. Donc les solutions sont définies par dualité. Vous dites que cette formule définit ma solution. Et fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fonctions test que vous avez prises, c'est plus des phi, c'est des u. Bon, u changeait de temps, c'est en partant en arrière. Et il y en a autant que de conditions initiales, et je le répète, vous pouvez compléter ce genre de formulation en mettant non pas 0 ici, mais en mettant un second membre. Je reviendrai sur ce point-là, parce que là on voit qu'il y a en quel sens on a l'équation. Donc déjà, très rapidement, alors que du point de vue des équations différentielles ordinaires, c'est un cas totalement trivial, ce cas de semi-monotonie, dans lequel on s'attend à tout savoir. On voit que dès qu'on regarde les équations, on est confronté à dire exactement ce dont on parle. Ce sont des questions qui ont été abordées dans l'article que j'ai déjà cité, et je voudrais retravailler ça. Notamment pour les équations directes, où on comprendra que les solutions de viscosité fournissent une notion d'équation, une notion de solution tout à fait viable, que tout ceci passe au cas du second ordre, ça marchera pareil. C'est-à-dire, si je rajoute, si à un tel B, je rajoute un sigma qui, lui, est supposé lipschittsien. Il n'y a pas d'équivalence stochastique simple de cette demi-semi-monotonie ou semi-lipschitzianité. Et puis, on reviendra un peu sur cette équation duale. Observez tout de suite que si B est continu, il n'y a aucun problème pour parler de solution au sens des distributions. Parce que ce que j'indiquais sur la difficulté à multiplier B par F, si F est une mesure bornée, et si je multiplie par une fonction continue, ça a du sens.
Et je suis obligé de faire attention parce que je vous ai montré le phénomène de création d'une masse de Dirac en temps fini. Hein. Tout se concentre en zéro. Donc il faut pouvoir traiter des masses de Dirac et donc multiplier, il faut faire attention à ce que l'on écrit. Donc on commence à voir apparaître déjà un pan du cours, qui n'est pas le plus original, mais qui est d'un peu revisiter ce cas semi-monotone où de la théorie classique, seule la première conclusion subsiste. On va le revoir, mais c'est juste la première conclusion. En ce qui concerne la conclusion 2, le fait qu'on puisse travailler, donc j'arrête là sur le cas dit que j'appelle demi-classique. Donc, en ce qui concerne la conclusion 2, on a un jeu qui est un peu différent. Puisque on pense à des solutions donc DPL, bon, il se trouve que DPL est DPL+, non, ce n'est pas le nom d'un nouveau logiciel, hein, c'est DeepNalion, c'est plus ce qui a suivi. Alors pour introduire ce dont je vais parler maintenant, je reviens un tout petit peu en arrière sur la conclusion 2. La conclusion 2, c'était tout marche bien si, disons, U0 est dans LP. Et on a l'unicité dans LP. C'est-à-dire une unicité presque partout. Mais je vous ai dit, si U0, c'est la IM coordonnée, XI est une telle solution. Donc là, on est en train de parler de XI, c'est-à-dire de grand X, oubliez les coordonnées, qui sont dans LP par rapport à X. Et quand on parle d'unicité presque partout. Si on travaille dans LP, quand on est dans les fonctions continues, ben, OK. Donc là, maintenant, je vais oublier le point de vue des équations différentielles ordinaires, puisque dès qu'on va travailler dans LP, on va surtout travailler avec les équations et qu'on peut tout traduire en équations différentielles ordinaires, mais je n'ai jamais vu quelque chose qui apporte réellement une information plus simplement que par les EDP. Donc là, je vais me concentrer sur les EDP, sachant que derrière, j'y reviendrai peut-être, on verra, on n'est plus en train de parler de flots qui sont définis partout, mais de flots qui sont définis presque partout. Alors évidemment, dans le cas classique, évidemment, tout est vrai dans le cas lipschitsien. Alors, dans cet article assez ancien avec Ron DePerna, il y avait des petites idées. J'ai souvent vu dans la littérature que finalement, et c'est certainement de notre faute, les gens n'avaient pas compris pourquoi on introduisait par exemple les solutions renormalisées. Ce n'est pas une requête qui est indispensable, c'est une requête qui est nécessaire lorsqu'on a des problèmes de définition des solutions. Donc, dans cet article, il y a des conclusions et il y a une technique totalement élémentaire de régularisation par convolution, qui remonte aussi à la fin des années 50 pour ce genre de technique, ce genre
d'approche, et puis les solutions dites renormalisées. C'est certainement un défaut de présentation de l'article, mais les solutions renormalisées ne servent pas à l'unicité, elles ne servent pas à l'existence, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elles servent en fait à simplement donner un sens aux équations. Parce qu'en effet, si vous avez un U qui est dans LP, essayez de donner un sens à la première équation. Divergence de BU. Même pour ça, si U est dans LP, il va falloir que B soit dans LQ, enfin dans LP', l'expression conjuguée. Et s'il n'y est pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Et c'est encore pire pour l'autre truc, puisque vous avez moins divergence de B fois U. Ça, il faut déjà des hypothèses, c'est dans LP, et donc déjà, il faut être sûr que divergence de B est dans LQ, dans LP'. Donc déjà, rien que pour donner un sens à l'équation, il faut, ça nous dit pratiquement que B est dans W1P'. Bon, donc les solutions renormalisées dont je ne vais pas revenir là-dessus, c'est une vieille histoire, c'était uniquement pour tronquer, pour tronquer autant que nécessaire une solution, écrire une équation pour les choses tronquées, une équation qui a un sens. Puis après, les techniques d'existence d'unicité sont absolument les mêmes que si je travaillais dans L'. Pas les fonctions continues, ça on a vu qu'on passait presque partout. Et donc, je vais travailler dans L', aussi bien pour les U que pour les F. Ça, c'est de façon à garder les choses les plus simples possibles. Donc, vous pouvez oublier, si vous ne savez pas ce que sont les solutions normalisées, ce n'est pas grave, on n'en a plus besoin. Si on est dans L', il n'y en a plus besoin. Alors, il reste qu'il y a le problème de l'existence, de l'unicité, etc. Donc, on doit être dans des cas, pensez à F, si je veux un F qui est dans L', où il n'y a pas de phénomène de compression. D'accord? Et l'absence de phénomène de compression, lorsque vous prenez x point égale b de x, vous savez que le jacobien est égal à la divergence de B. Je suis désolé, je vous avais prévenu. Excusez-moi, il faut que je le prenne. 30 secondes de... Allô? Oui? Oui. Excusez-moi, je suis en cours. Je me suis absenté 30 secondes. Bien sûr. Bien sûr, il m'a dit qu'il partait tôt même. Il m'avait, je ne sais pas, il n'allait pas ailleurs, non? Vous n'allez pas ailleurs? Vous avez essayé de l'appeler ou? Mais comme il est très réglo, peut-être qu'il a débranché son portable perso et... Bon, vous m'envoyez un SMS là parce que vous m'inquiétez là, hein, mais je pense qu'il est ailleurs. Peut-être ton micro qui retransmet tout. On t'entend. Ok, bon, déjà j'ai mon micro branché, tout le monde entend. D'accord, merci. Je suis confus, puisque vous entendiez la conversation, visiblement. On n'entendait que toi. Ah, non, c'était pas le souci auquel je m'attendais, mais c'était un autre souci familial. Bon,
Désolé. Oui, donc j'étais en train de dire que si on a x point égale b de x, mais j'ai changé de signe, c'est moins b, et donc ici c'est moins divergence b. Donc si vous voulez éviter un phénomène de compression, eh bien vous voyez que la bonne condition au bout de ceci, c'est que la divergence de B soit inférieure à C0. Donc ça, on apprend déjà ça, que si on veut une théorie dans LP, il va falloir au minimum faire cette hypothèse. C'est-à-dire, entre guillemets, le contraire de ce qu'on a envie de faire avec, dans le cas semi-classique, parce qu'on travaille dans LP. Alors, ce que l'on avait fait avec Ron DiPerna il y a très longtemps, c'était de dire que si B est dans W11, c'est-à-dire une dérivée dans L1, alors dans l'article c'était divergence B majorée, mais enfin c'est parce qu'on voulait regarder les problèmes dans tous les sens du temps. Ben, si vous regardez la démonstration, vous voyez bien que vous avez besoin que de cette information, sachant que B est dans W1. Si vous avez les problèmes où le temps avance normalement, ben vous avez un unique flow donc ça, c'est en tout cas si P est fini. Et si U0 est dans l'infini, ben vous avez en plus une borne à l'infini. Donc le plus simple, puisque j'ai dit que j'ai travaillé dans l'infini, c'est dire j'ai une unique solution qui est dans l'infini et qui a ses propriétés de continuité dans LP à nouveau, hein, j'ignore les problèmes à l'infini. Donc ça, c'est ce vieux résultat qui dépend de techniques de régularisation. Et à la suite de ça, il y a eu énormément de contributions. Je vais signaler celles que je préfère, mais bon, il y en a que j'aime beaucoup, que je ne vais pas signaler. Dans les trucs un peu anecdotiques, je m'étais rendu compte, quelques années après, que l'on pouvait avoir quelque chose qui soit W11 par morceau. Donc en dimension 2, vous avez des courbes, vous pouvez avoir des points exceptionnels où ces courbes se rejoignent. C'est W1 de chaque côté, et puis vous avez ce qu'il faut de recollement pour que la divergence, disons, reste bornée. Okay. Donc c'est-à-dire vous avez un recollement de B scalaire n, et c'est tout, le long de ces courbes. Et donc j'avais expliqué que effectivement on s'en tirait avec des régularisations anisotropiques. Autant là, on peut faire dans W1, on peut faire une régularisation dans laquelle toutes les directions jouent le même rôle. Autant là, il ne faut pas du tout régulariser de la même manière dans la direction normale que dans la direction tangentielle. Je vais aussi montrer que si vous prenez toujours la divergence bornée, en fait, génériquement, au sens de Baire, il y a toujours existence et unicité pour B absolument quelconque dans L1. Donc c'est de toute façon des cas au sens de Baire relativement exceptionnels. C'est le genre de résultat qui ne
1 ne sert à rien, hein, au sens de Baire, et 2 n'est pas entièrement probant, pour toutes sortes de raisons, même si ça indique que ça devrait être souvent le cas, sans aucune hypothèse. Une avancée importante a été faite par Luigi Ambrosio, qui a démontré que ce résultat restait vrai si B était dans BV. En fait, je me souviens quand il y avait une conférence en l'honneur de Georgi à Pise, et j'avais parlé de cette histoire et il y avait Luigi qui était dans l'assistance, et je lui ai dit, ça, tu vas le démontrer, tu vas me montrer que dans BV, ça marche. Et effectivement, il y est arrivé. C'est un mètre en espace de type BV. Et si B est dans BV, si divergence de B est majorée, et si divergence de B est dans L1. C'est un peu caché, mais on en a vraiment besoin. Alors, il pousse vraiment cette idée de régularisation qui ne sont pas isotropes, anisotropes, parce que fondamentalement, moi j'avais besoin de courbes régulières, mais autrement, si vous commencez à mettre des courbes rectifiables, vous n'êtes pas loin de la structure générale d'une fonction dans BV. Donc, sur la régularisation, il y a aussi quelque chose de très fin sur la partie contour de dB, etc. Donc, un article d'analyse très fin. Quoi qu'il en soit, si je me borne, donc c'est le même genre de technique dans le sens, une technique de régularisation pour démontrer l'unicité, c'est surtout l'unicité qui pose problème. L'existence est relativement facile. On avait expliqué dans l'article avec Diperna qu'on pouvait faire ça de manière très très générale. Et néanmoins, ce qui gâche un peu le paysage, c'est que c'est cette hypothèse. Celle-là, elle est embêtante. Elle est embêtante, j'y reviendrai, mais elle est très gênante. Alors, pourquoi il y en a besoin? Il y en a besoin parce que, ne serait-ce, c'est toujours la même histoire, c'est comment on définit une solution d'équation. Et si on a un problème pour définir la solution de l'équation, parce qu'il en manque vraiment, il y a vraiment un souci pour faire la moindre démonstration. Pensez à B gradient U. Donc divergence de BU, si U est dans l'infini, B est au moins dans L1, puisqu'il est plus que L1, et il est LT sur D-1, donc il n'y a pas de souci pour que ceci ait un sens. Mais alors, moins divergence de BU. J'ai un U qui est dans L infini. Hein? J'ai dit que je travaillais dans L infini. Et je le multiplie par la divergence de B. Si c'est dans L1, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas dans L1, je ne sais pas de quoi je parle. J'ai signalé déjà un petit peu cette difficulté il y a un instant sur une des extensions, mais là, on l'a en plein. Alors, ce n'est pas uniquement Luigi Ambrosio, il n'y en a pas besoin de cette hypothèse divergence B dans L1 uniquement pour définir la solution d'équation. Il y en a besoin dans sa démonstration. OK ? Et on écrit tous les articles comme un peu, et je trouve que ce n'est pas assez expliqué dans son article, et que même la formulation même de l'hypothèse n'est pas d'une clarté lumineuse. Alors ça, c'est embêtant, mais si B est dans BV, et si divergence de B est inférieure ou égale à C, ce cas-là, sans aucune autre restriction, est ouvert. Et je ne vais pas y répondre dans le cours. Sans faire d'hypothèse sur la divergence.
dire, bon, comment on définit les solutions? Ben, écoutez, on a une borne à l'infini pour f, donc la deuxième équation a un sens, la première équation elle est définie par dualité. Donc on peut définir des solutions. Je vous ai montré en quoi l'hypothèse divergence B est dans L1, mais existe-t-il un unique f dans L infini? C'est pour ça que je parle de f. Le U, c'est dualité. Avec cette hypothèse, vous avez une borne à l'infini. Vous avez existence. Donc, existence est OK. Et la question, c'est vraiment unicité. Ce qui revient à l'unicité d'un flot presque partout pour l'équation différentielle ordinaire. Ben, ce problème-là est toujours ouvert. En dessous de BV, ça ne marche pas. En dessous de BV, on peut construire facilement des exemples, même en dimension 1, où on voit que ça ne marche pas. J'y reviendrai sans doute plus tard. Donc, B, dans BV, divergence de B inférieure à C, sous ces seules hypothèses. Il y a aussi on avait donné des exemples avec Ron Deperna qui montrait que si je mets WS1 pour un S plus petit que 1 avec divergence B égale à 0, on ne pouvait pas avoir d'unicité de flot presque partout, etc. Il y a d'autres contre-exemples du même tonneau. Et il y a un cas qui est différent de BV. Hein, c'est, je crois, après il y a des résultats très particuliers sur les systèmes hamiltoniens. Il y a un cas, si je me souviens bien, je crois que c'est Bouchu, hein, qui avait regardé le cas où le rotationnel de B, disons en dimension 2, rotationnel de B est dans L1 et divergence de B égale à 0, ce qui est assez naturel du point de vue de la mécanique des fluides. Ça, divergence de B égale à 0, rotationnel de B dans L1, ça n'entraîne même pas BV. Il y a du L1, la divergence est parfaite. Et donc là, là aussi, il y a l'unicité. Donc c'est le seul cas un peu différent. Mais sur un exemple vraiment dans BV comme ça, en général, je ne sais pas. Je ne sais pas, et je ne sais même pas, sur un exemple de situation comme ceci, où B, c'est moins, on va faire simple, on va faire H' de défi. Alors éventuellement, ça dépend de x et de temps, mais peu importe. Où H est une fonction convexe C1 en régulière. Et phi est une fonction convexe. Alors, c'est dans BV. Pourquoi? Parce que si vous prenez la dérivée, ça fait du H seconde des 2 phi. H seconde, c'est une matrice bornée, et des 2 phi, si phi est convexe, c'est une mesure bornée. Donc, c'est dans BV. Les signes de convexité sont tels que la divergence de B, c'est moins la trace de H seconde des 2 phi. Donc c'est juste un exemple. Normalement, ce que vous voudriez là, c'est semi-convexe. Mais bon, je simplifie la présentation. Lorsque vous multipliez deux matrices positives, le produit n'est pas nécessairement une matrice positive, mais évidemment, la trace du produit est positive ou nulle. Donc ça, c'est négatif. Eh bien, même pour ce cas-là, sauf en dimension 1, on ne sait pas
s'il y a unicité du flot. Et là, je m'attends même à avoir unicité. Ouais, non, je retire ce que j'allais dire. Pour plus, je m'attends à unicité quel que soit x, et pour celui-là, je m'attends à presque partout. C'est paradoxal, parce que là encore, ça s'écrit en 3 lignes. Hein. C'est une équadif, quand même un objet qui existe depuis quelques siècles. C'est 3 lignes, et c'est une question où on est un certain nombre à se casser la tête dessus. Hein. Et à part des cas quadratiques ou même probablement positivement homogènes de degré 2 et des cas où on sait que défi et non SBV, bon, c'est-à-dire que dans la mesure qui est la dérivée seconde, il n'y a pas de partie cantorienne dans la mesure. Et il y a quelques résultats sur le fait d'être SBV lorsqu'on résout exactement une équation d'Hamilton-Jacobi. Mais là, je prends quelque chose de beaucoup plus général. Donc là, vous pouvez, dans D2 phi, il y a tout le spectre que vous voulez. Ça, et puis plus deuxième ordre. Tout ce que je vous ai raconté, DPL ou Ambrosio, grosso modo, ça passe au deuxième ordre. On a exploré même des choses beaucoup plus générales, avec des sigmas beaucoup plus généraux, dans le cours et dans un petit livre qui va au-delà du cours avec Claude Lebris. Donc ça, l'extension possible. En revanche, non seulement on ne connaît pas ce cas-là, mais ça serait intéressant avec du deuxième ordre, évidemment, dégénéré. Donc ceci est très paradoxal. Je vais arrêter dans quelques instants. Mais on est dans une situation où, très rapidement, alors qu'on parle de résultats qui sont connus depuis assez longtemps, l'article de Ambrosio, il doit dater de la fin des années 80, un peu plus tard des débuts des années 90. Et il n'y a pas énormément de choses connues sur cela. Alors, je vais quand même signaler des cas particuliers. Donc ça, c'est ouvert. Il y a néanmoins des cas particuliers qui sont connus. Donc ça, si c'était DPL. Donc je considère que ça, c'est vraiment un problème ouvert majeur pour les équations de transport, pour les équations différentielles ordinaires. Là encore, ça s'exprime très simplement. Hein, B dans BV, divergence de B majorée. Est-ce que vous avez une unique solution de l'équation de transport? Pas besoin de savoir, pour lire l'énoncé, vous n'avez pas besoin de savoir beaucoup de maths. Hein. Aucune idée. Alors, il y a des cas particuliers, et ces cas particuliers, je vais m'y arrêter dans la suite du cours. Donc, c'est dans la direction d'essayer de faire des choses sur cette question que je juge importante. Donc, bloc E. Des cas particuliers où la réponse est positive. Le premier cas particulier a été observé par Bouchu, c'est toujours le même article, hein, Bouchu, James et Mancini. Et ça consiste à faire quoi? Ça consiste à regarder précisément ce que j'avais appelé le cas demi-classique, dans lequel on pouvait avoir des concentrations, mais à regarder dans l'autre sens, dans le sens inverse du temps. Ce qui montre bien que là, on est vraiment en train de faire on est en train d'explorer deux branches séparées. Et donc, peut-on faire une théorie LP, et je vous redonnerai une démonstration
je ferai ma démonstration, que je juge un peu plus simple, mais ça c'est toujours le travers que l'on a quand on fait une démonstration, qui consiste donc à dire, alors tout à l'heure c'était semi-monotone, là c'est moins B semi-monotone. Ça entraîne BV. Et là, pour le coup, tout à l'heure, la divergence de B était minorée. Donc, si je regarde moins B, la divergence de B est majorée. Donc, je suis bien dans ce cadre-là. B dans BV et divergence de moins B. Donc, vous voyez, c'est le cas opposé du cas semi-classique. Donc, je ferai une démonstration très simple qui montre comment cela découle du cas semi-classique, en fait. Et comment on bascule du cas continu au cas LP par renversement du temps. Et ça, attention, pas d'extension, pas deuxième ordre. Ça ne marche pas. Pas deuxième ordre, c'est dans le sens où on ne connaît pas. Donc là, il y a une démonstration un peu bizarre. Cas particulier, je vais mettre point S. Et un deuxième cas particulier que l'on va aborder dans le cours, et vous avez le plan de l'essentiel du cours, pas de tout le cours, mais de l'essentiel du cours. On va aborder ces cas-là au fur et à mesure. Qui est B décroissant, qui est la situation où B est décroissant, donc BI est décroissant par rapport à XJ, quel que soit I et J. On pourra faire un peu plus général que ça, mais ce n'est pas le problème. Donc, regardez, en dimension 1, monotone, donc c'est demi-décroissant. Bon. Oubliez le demi, il faudra rajouter les constantes là où il faut, et penser décroissant. Donc, c'est des fonctions qui sont un peu bizarroïdes, hein. Ce n'est pas la notion habituelle de décroissance. Il y a caché derrière, évidemment, c'est dans BV. Et en fait, il y a autant la monotonie est reliée à la BV au sens très habituel du terme, autant ça c'est plus relié à BV au sens de Vitali. Hein. Il y a 4 ou 5 notions de fonctions à variation bornée. Ça dépend comment on mesure les variations. La plupart sont vieilles et ne servent pas à grand-chose. Mais j'aime bien celle de Vitali parce que c'est le seul cas où on sache que c'est à variation bornée, si et seulement si, je reviendrai dessus, si et seulement si, c'est la différence de deux fonctions croissantes par rapport à chacune des variables. Le cadran positif joue un rôle dans la définition de la variation bornée au sens de Vitali. Il y en a 3 ou 4 de définitions. Il y en a une qui est à Scully, qui ne sert à rien, mais vraiment... Après, il y en a de beaucoup plus tordus, et ça, on trouve toutes les informations là-dessus, même si c'est un sujet... parfois, nos amis italiens avaient tendance à vraiment aller regarder des cas très, très, très fins. Je vais m'exprimer gentiment, mais là, on est au-delà de ça, hein, dans les liens entre toutes ces notions de BV et tout. Néanmoins, c'est assez amusant. Il y a quand même des techniques qui sont assez amusantes. Bon, fin de l'aparté. Donc, moins B. Non, c'est plus B. Si je dis décroissant, c'est plus B demi-décroissant. Donc, ça, ce sont des observations qu'on a faites avec l'an dernier en Zoom avec Ben Seeger et moi-même. Donc, les techniques sont complètement différentes dans ce sens-là. Et là, c'est OK deuxième ordre. Donc,
Donc déjà que je dise OK, deuxième ordre, et ici pas deuxième ordre, ça, on sent bien que les techniques vont être complètement différentes. Ces deux cas particuliers, ça entraîne BV, évidemment. Enfin, évidemment, j'en reparlerai. La divergence, bah, c'est clair, hein, parce que dBi sur dxi est négatif ou est majoré par une constante. Donc la divergence est bornée. Et là encore, on a l'unicité. Donc, même si ces résultats sont cohérents avec ce que j'ai envie de penser, enfin, autant ici j'en suis sûr, autant là, en tout cas ça colle avec cette question ouverte générale, mais on voit que ces deux généralisations, si on, en dimension quelconque, du fait qu'en dimension 1, on est en train de dire que B est décroissant. Les deux. Et B est décroissant en dimension 1, ou demi-décroissant, c'est cette condition. C'est B' majoré. Okay. Donc je ne suis pas sûr que ces cas particuliers soient si représentatifs de ce qui se passe vraiment. On a vraiment beaucoup de structures quand on prend ces cas-là. Mais enfin, c'est toujours bon à prendre. Cette question, toute amélioration de ce que nous comprenons et ne comprenons pas sur ce cas-là, sur ce cas encadré, c'est plus que la bienvenue. C'est que c'est vraiment important, enfin intéressant. Bon, important et un peu galvaudé. Et ce cas-là est un cas qui m'irrite depuis longtemps. J'aimerais bien que quelqu'un le résolve. Là, moi, j'arrête. J'en ai marre de me casser la tête sur ce truc-là. Bon, je ne passe pas mon temps à réfléchir à ça, mais j'y ai déjà passé beaucoup de temps. Voilà, je voulais insister sur quelques exemples concrets de problèmes ouverts et vous tracer le panorama complet, enfin assez complet de ce qui existe et surtout de ce que l'on va faire. Parce que pour l'instant, ce que j'estime, c'est que je n'ai rien fait. J'ai juste mis en place ce que je vais faire. Sur ce, il faut que je me repose un peu et je fais le séminaire dans un petit moment.